Donc ici, Nekunda, donc tu nous dis que Kimpavita essaie de négocier pour qu'on on prenne le deuxième roi, enfin en tout cas le roi qui normalement doit avoir le symbole du pouvoir, y arrive, mais les Portugais, eux, qui voient une menace envers Kimpavita, essayent comment dire, de créer une espèce de querelle en disant que c'est le Vatican qui lui donne le pouvoir, c'est ça? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et il y a Kim Pavit avec le Ntsakwa Tambutana qui a accepté de remettre le symbole de pouvoir. Et elle s'est décidée de se retirer et d'aller dans la forêt de Pendele, donc une forme de retraite en fait, pendant 30 jours, voilà, pour se préparer, pour pouvoir faire euh, tout ce qu'elle devait faire comme voilà, mission et cérémonie. Parce que pour retirer le symbole, elle devait euh, retirer le symbole et puis amener le roi Mpanzu pour aller vivre à Mbanza Congo, là où on va faire l'intronisation. Donc, on va remettre le symbole de pouvoir. Et donc, c'est un peu ça. Il faut noter aussi que chez nous, généralement, c'était le roi, oui, mais il y avait le chef spirituel qui était chargé de l'intronisation du roi. Et c'est pourquoi Yakim Pavit, naturellement, euh, avait aussi ses devoirs de pouvoir faire cette intronisation de roi en étant en Tsaku. Donc, c'est un peu ça. Et c'est là où, euh, voilà, Yakim Pavita va commencer à se préparer dans la forêt des Pendele, à voir des symboles de pouvoir pour faire l'intronisation. Et bon, comme j'avais dit, Yakim Pavita était une femme. Elle a aussi eu un enfant, un garçon. Et donc, c'est ce qui a dégénéré, qui a créé aussi la tension, parce que le portugais, on commençait à l'utiliser contre elle pour dire que voilà, la personne qui réclame être sainte, voilà, être modèle, mais elle a un enfant. Cet enfant, on ne sait pas d'où il vient. Donc, voilà. Donc, on a commencé à la diaboliser pour dire que Mais c'est une attends, tu as dit prostituée. elle était mariée, non? Oui. Mais elle était mariée. C'est vrai que notre système était, comme je disais, a connu de modifications parce que nous, c'est le mariage traditionnel. C'est le mariage traditionnel, c'est le grand mariage, c'est ça le mariage. Et après la christianisation, donc les Européens ont imposé le mariage qu'ils appellent religieux. Et donc, ils ont imposé le baptême. Donc, c'est-à-dire que vous devez vous marier. Et quand vous avez des enfants, ces enfants doivent avoir le baptême. Donc, si vous n'êtes pas marié, les enfants n'auront pas de baptême. C'est un système qui a été imposé. Donc, il y a Kim Pavita, pour le portugais, les missionnaires, ils ne considéraient pas son mariage, ils ne considéraient pas cet enfant. Donc, ils considéraient que cet enfant était illégitime parce que eux, le parent, n'avait pas fait ce mariage religieux. Ah, parce que les parents, eux, étaient traditionnels. Donc, leur vrai mariage, c'est le mariage traditionnel. C'est pas ils avaient rejeté le mariage religieux. Mais pour les Portugais, puisque ce n'est pas un mariage religieux selon eux, c'est un enfant, enfin, c'est une union illégitime. Illégitime, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui fait qu'eux ne considéraient pas. Ils ont commencé à diaboliser Yakim Pavit et même son enfant, voilà. Donc, c'est un peu ça, juste pour détruire son image, etc. Donc, c'est un peu ce genre de choses qui ont occasionné des tensions entre Yakim Pavit et le missionnaire, le capucin. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a Kim Pavit qui va aller dans la forêt de Pendele pour se retirer. Et de l'autre côté, les missionnaires étaient toujours en train de comploter contre elle. Donc, ils ont organisé une force. Ils ont promis maintenant au roi de l'amener à Mbanza Congo pour aller vivre là-bas. Et ils ont essayé d'aller pour la première fois, mais il y avait la résistance parce que Yakim Pavita étant dans la forêt de Pendele, mais il y avait le membre du mouvement qui sont restés là-bas, en Mbanza Congo, et qui Mhm. vivaient là-bas, qui surveillaient. Et Et donc, eux, quand ils résistaient. Mhm. voilà, les Capucins ont voulu amener le roi là-bas, il y avait une résistance. Et le roi, comme il était de nature à éviter de problèmes, il a évité qu'il y ait des bains de sang. Il a demandé à ces gens de retourner donc avec les missionnaires. Et après, ils ont fait une deuxième tentative. Ils ont demandé au roi d'aller cette fois-ci et ils ont fait de leur mieux pour laisser le roi.
parce que le roi allait intervenir. Donc, le roi était resté. Ils sont allés pour la deuxième fois. C'est là où ils ont envahi. Ils ont commencé à, voilà, à brûler de maisons, voilà, à faire des sabotages et à arrêter de membres du mouvement. Et voilà, c'était une grande bataille. Ils étaient en train de se battre. Mais c'est vrai qu'il y avait, voilà, ils étaient arrêtés aussi. On a brûlé des maisons et on les a pris par surprise aussi. Et comme ils étaient aussi accompagnés toujours de nos frères qui travaillaient avec eux, des militaires et tout ça, qui faisaient la trahison. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qui a fait qu'on les a infiltrés, on a Et neutralisé qu'est-ce les qui s'est citoyens qui passé? étaient là-bas. Donc, on a arrêté des gens, on a déporté la plupart des gens qui étaient arrêtés, les autres étaient tués, les autres étaient déportés. Et puis, comme ils n'avaient pas trouvé à Kimpavit, en Banzakong, ils sont allés maintenant jusqu'à Pendele, dans la forêt, là où ils ont arrêté à Kimpavita. Donc, comme il y avait la panique, etc., donc à Kimpavita, voilà, s'est livrée. Donc, elle s'est livrée et on l'a arrêtée. On l'a arrêtée, on a commencé à la torturer et humilier, et on l'a amenée jusqu'à Mbanza Congo. On l'a traînée jusqu'à Mbanza Congo, donc torturée, voilà, toujours avec son enfant et son mari. Et voilà, c'est comme ça qu'elle était torturée. Elle faisait des nuits dehors pendant qu'il faisait froid. Déjà, le mois de juillet, c'est la saison sèche. Pendant donc juin, le mois de mai, juin, juillet, c'est la saison sèche. Elle était torturée comme ça, voilà, avec de fouets, avec des épines. Donc, elle était vraiment torturée, frappée, pour Donc, qu'elle il puisse l'humiliait. renoncer à sa Il, mission. Mais il Akim Pavit, l'humiliait. elle n'a pas voulu renoncer. Comme elle était convaincue, elle était forte, elle ne voulait pas, parce que l'objectif pour eux, c'était de lui faire changer le message, hein, pour dire que voilà, Kim Pavit, tu dois parler à la population, leur dire que tu mentais. Donc, tout ce que tu disais, c'était du mensonge. Elle n'acceptait pas, même si elle se faisait torturer, elle Elle n'acceptait a pas. résisté vraiment, elle a vraiment résisté jusqu'à la fin. Donc, c'est ainsi que le prêtre capucin et Lorenzo da Luca, Bernardo de Gallo, ils vont constituer une cour, ils ont formé une cour pour juger Joachim Pavita. Pendant qu'ils ont maintenu le roi quelque part et le roi était ivre, on le faisait boire, voilà, de soi-disant la boisson qui venait du Du vin Vatican, portugais. envoyée par le pape lui-même. Voilà, la boisson que boit le pape lui-même. Donc, c'était un peu ça. Et le roi n'avait pas le contrôle. Et tout s'est passé et le roi ne savait pas en réalité ce qui s'est passé. Et ils ont constitué plutôt une cour pour juger Hakim Pavita. Donc, ils ont jugé, ils ont constitué pour dire que c'était la cour royale, mais ce n'était pas la cour royale parce que c'était, oui, la cour royale, mais qui était le leader qui dirigeait, c'était le prêtre Lorenzo da Luca et les autres prêtres qui ont Et, dirigé cette cour. et comment a terminé ce jugement? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Elle a été jugée sous la loi de. Elle a été jugée puis condamnée sous la loi de l'Inquisition. Donc, en fait, l'Inquisition, c'est la loi qui existait en Europe. C'est pas africain, c'était pas Congo, ça existait en Europe. Donc, on condamnait les gens pour hérésie, les gens voilà, qui s'opposaient à leur religion. Donc, Joachim Pavita, comme il s'opposait aussi à leur religion chrétienne, et voilà, ils ont condamné Joachim Pavita dans le cadre de l'hérésie, et elle devait être brûlée vive. Donc, c'était ce qui s'est passé voilà, le 1er juin, le 1er juillet plutôt, ils ont essayé de convaincre Joachim Pavita pour qu'elle renonce, mais elle n'a pas voulu renoncer. Et le 2 juillet, voilà, le prêtre, ils ont envoyé le fidèle catholique dans le Congo. On les a envoyés pour aller chercher le bois et préparer le bûcher. Donc, on a préparé un bûcher et Joachim Pavita, à la dernière minute, on l'a demandé si elle a renoncé à tout ce qu'elle disait. Elle a refusé. Donc, elle a réitéré, elle a dit la même chose. Donc, c'est ainsi ils se sont décidés de la brûler vive. Donc, on l'a amenée au bûcher et la première personne qui a mis du feu, c'était même un Congo.
C'était un Congo de l'Église catholique qui est du clan Laza. Donc, c'est un peu ça. Il avait même giflé Hakim Pavita parce que Hakim Pavita a laissé un message à la fin. C'est là où il a annoncé, elle a annoncé, elle a dit que voilà, vous voulez me brûler vif avec cet enfant pour Avec l'enfant. voilà, avec l'enfant. Donc, Donc, l'enfant aussi est l'enfant, brûlé avec Kim Pavita. ouais. Donc, c'était ça, en fait, c'est ce qui était déjà prévu par les missionnaires parce qu'ils savaient que l'enfant, voilà, quand on brûle une mère, et l'enfant qui va grandir, qui va apprendre que la mère a été brûlée par telle ou telle personne, je ne sais pas si qui va tolérer cela et apprendre que sa mère a été brûlée, et puis rester comme ça en tant que voilà, humain et ne rien faire. Et donc, le portugais, ou soit les Européens savaient forcément que, voilà, moi, et donc, voilà, le fils du lion, c'est un lion aussi, comme on dit toujours chez nous. Donc, ils savaient que, voilà, cet enfant, c'était pas un hasard, donc c'était quelque chose qui était déjà prévu. Donc, cet enfant était symbolique aussi. Donc, devait forcément avoir une mission. Donc, si une femme arrive à s'élever et faire tout ce qu'elle a fait, et son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire la même chose. C'est pourquoi on devait aussi faire disparaître un enfant et son mari qui était dans le mouvement aussi. Donc, c'est un peu ça. Yakim Pavita voilà, a laissé le message. Il a annoncé que, voilà, comme vous me brûlez avec cet enfant, pour cacher la vérité, mais sachez que cet enfant va revenir plus tard pour révéler toutes les vérités cachées. C'est ainsi qu'elle Genre, est venue. on devrait arrêter là. Nikunda, en tout cas, vraiment, merci. Désolé, je parle beaucoup. Hein. Non, mais en fait, il y a beaucoup d'informations que tu donnes et je pense parce que Diogène me dit que les gens sont encore là, ils écoutent et moi, j'aimerais bien aussi t'écouter plus, mais bon, comme on est dans un monde dans lequel le temps joue, Je risque je... de vous faire dormir. Non, non, pas du tout, Non, pas pas du du tout. tout. Pas du tout. Au contraire, On dirait vraiment que tu es même griot, tellement que tu donnes des informations dans lesquelles on arrive Un griot du cinéma. un griot, un producteur griot. J'allais demander aux gens qu'ils applaudissent. Bon, malheureusement, s'ils applaudissent, il n'y a que eux qui vont entendre. Mais en tout cas, je te remercie parce qu'il faut aussi savoir que là, il est en pleine promotion justement des films. Il y a un film à Kinshasa le 24 de Kim Le Pavita d'ailleurs. 26. Le 26? Le Ok, 26. excuse-moi. Le 26. Aujourd'hui, il y a la sortie à Montréal. Donc là, il vient de passer une grosse journée. Il est 23 heures, bien, même minuit à Londres parce qu'on n'est pas, il est à Londres, nous on est à Montréal. Donc il a fait ce sacrifice-là pour nous donner tout ça. Donc, j'aimerais quand même qu'on puisse reconnaître quand même ce grand travail. Il faut aussi savoir que le film Kim Pavita est toujours disponible en streaming. On va vous envoyer le lien par email. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer la partie questions-réponses en oui. parlant aussi comment dire, du film du Royaume Congo. Diogène, est-ce que tu avais des questions? Oui, oui, j'ai des questions en fait de Anita Montero, qui a une question sur Né, si tu peux nous dire aujourd'hui, qu'en est-il donc du mouvement Yaya Kimpavita? Voilà, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande renaissance parce que le mouvement, déjà, à Kimpavita, quand on a arrêté le membre du mouvement, comme je disais, ils étaient déportés. On a amené les gens au Brésil, en Amérique, donc c'était en Caroline et dans plusieurs pays, donc disons plusieurs territoires, Guadeloupe, Martinique, donc c'était presque dans plusieurs pays. Et le mouvement a continué. La plupart ont continué. Ils ont gardé toujours voilà, ces enseignements et ces mouvements de Hakim Pavita. Mais après, vous savez, donc, en Afrique, ce qui est resté avec le contrôle de l'Europe, donc, ils sont arrivés à contrôler parfaitement. Donc, il y a eu vraiment la neutralisation. Mais après, voilà, le noyau reste toujours. Hein. Le noyau reste toujours. C'est après. Il y a toujours des gens qui gardent toujours la même chose. Et aujourd'hui, il y a des mouvements, il y a beaucoup de mouvements du panafricanisme et il y a des mouvements qui font la continuité de la mission de Hakim Pavita. Donc, nous avons eu, comme je disais, Hakim Pavita avait annoncé que son fils reviendra
Et l'incarnation, selon le Congo, donc la réincarnation de cet enfant, c'est Mfumu Kimbangu, c'est le grand prophète Mfumu Kimbangu qui s'est levé au Congo, donc à l'époque qui était sous occupation de la Belgique, et il s'est levé et il faisait la même mission que faisait Yakim Pavita. Ça, c'était en quelle année? C'était pendant la colonisation belge, c'est ça? Ouais, pendant la colonisation belge, et c'était en 1921 qu'il a commencé sa mission. Et donc, il y avait Mfumu Kimbangu qui faisait la même mission et qui était arrêté, et voilà, qui est resté en prison pendant 30 jours. Mais c'est lui le symbole même de, voilà, 30 jours? de la spiritualité africaine au Congo. C'est un peu ça. C'est le même mouvement pour moi. C'est le même mouvement qui a continué et qui a continué avec Mfumu Kimbangu. Et aujourd'hui, il y a des organisations, il y a des mouvements de la spiritualité africaine qui continuent avec la mission de Mfumu Kimbangu, comme le mouvement Vuvamu, par exemple, qui est basé à Kinshasa. Il y a plusieurs mouvements, il y a Bundu Dia Congo, il y a beaucoup de mouvements en tout cas. Ok. Ok, donc il y a pas mal de mouvements encore aujourd'hui associés. Maintenant, j'ai une question de Christella Chikaya. En fait, c'est plutôt une double question, mais je crois que tu as répondu un peu. C'est à quel âge est-ce qu'elle est morte? Et la deuxième question, c'est qu'est devenu son fils, mais ça, tu as répondu, puisqu'il a été tué avec elle. Mais est-ce que son mari ou le père était portugais? Bon, ouais. Yakim Pavita était morte quand elle avait 22 ans, parce qu'elle a commencé la mission en 1704, et elle était brûlée le 2 juillet 1706, donc 1706. Donc, ouais, c'était presque 2 ans de sa mission. Elle avait 22 ans. Et donc, par rapport à son mari, et il n'était pas portugais. Déjà, il n'était pas portugais. Mais c'est vrai il avait un teint clair, mais il n'était pas portugais. Pas du tout portugais. C'était un Congo. Et pour le fils, comme tu avais expliqué, qui est décédé, le bébé qui était décédé et dont on avait fait la prophétie qui va revenir, il est revenu en tout cas sous le nom de Simon Kimbangu. Il s'est réincarné. Il s'est réincarné. Okay. Ouais. Donc, ils étaient brûlés à 3, donc elle, son mari et puis son bébé. Okay. C'est vrai que c'est une question qui est un peu taboue par d'autres personnes qui pensent que Yakim Pavita n'était pas marié. Alors, c'est faux, c'était une femme. Vous savez, déjà à l'époque, s'il faut revenir, avoir l'âge de 20 ans et ne pas être marié, c'est pas aussi aujourd'hui. Donc, elle était mariée bien avant. Et elle avait un enfant. Elle était mariée, comme je disais, le mariage traditionnel. Okay. Puis j'ai une question de Igor Limbassa. Donc, quels étaient les défis que tu as rencontrés dans la réalisation du film? Et ok, la deuxième question, c'est est-ce que cette histoire est connue au pays? Mais premièrement, moi, plus pour la réalisation du film, quel défi tu as rencontré? Quel film? Et là, je ne sais pas si c'est quel film, parce qu'on a 2 films en même temps. Je ne sais pas si vous parlez du Royaume Congo ou de Yakim Pavita. Je pense que tu peux répondre comme en 2 parties. Assez brièvement, là, tu peux répondre en 2 parties, les défis que tu as eu pour Yakim Pavita, puis ceux pour le Royaume Congo. Ouais. Je pense que c'est la même chose. À peu près, c'est la même chose. Déjà, c'est le problème de sources, parce que l'histoire qu'on est en train de raconter ici, ça date de très longtemps, c'est des siècles et des siècles. Et nous-mêmes, déjà, par exemple, moi, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. On a étudié un peu de l'histoire du Royaume Congo, mais on n'a pas étudié sur Yakim Pavita. Moi, jusqu'à ce que, même quand j'ai fini mes premières études à l'université au Congo, on ne nous a pas enseigné sur Yakim Pavita. Et c'est pas seulement mon cas, mais c'est presque le programme scolaire qu'on a au Congo, le programme académique qui est vraiment contrôlé par rapport à la politique de la colonisation, etc. Donc, j'ai connu déjà des problèmes au niveau, parce qu'il faut avoir donc fouillé, faire beaucoup de recherches. Comme je dis, c'est une histoire qui date de très longtemps. Il faut fouiller, faire beaucoup de recherches. Et par exemple, le cas de Yakim Pavita, on est devant plusieurs sources en fait qui ne correspondent pas.
Donc, il y a eu aussi beaucoup de contradictions dans des versions. Donc, il faut analyser et être vraiment objectif et pouvoir Excuse-moi, avoir quelque chose de concret. les sources, les sources au Congo sont portugaises, elles sont congolaises, est-ce qu'elles sont italiennes, les sources que tu avais vues? Oh, normalement, moi, je me suis basé principalement sur les sources de mouvements panafricains, des mouvements de la spiritualité africaine, par exemple, comme Vuvamo, qui sont des mouvements crédibles dans ce sens-là, dans le terme de voilà, l'histoire, la spiritualité africaine, Congo, etc. Donc, je me suis basé premièrement sur ça. Je me suis basé sur la tradition orale. On est allé à Mbanza Congo plusieurs fois. On a rencontré les gens là-bas aussi. Mais c'est vrai que là-bas, c'est un peu controversé aussi parce qu'il y a voilà, il y a, beaucoup gardent aussi le version occidentale, les versions de portugais et aussi en Angola, qui a beaucoup d'influence. Donc, mais comme c'est un travail de recherche, on ne néglige pas, on va partout. Hein. On a consulté voilà, plusieurs sources en même temps et analysé et pour pouvoir avoir une version qui est cohérente, en fait, et dans ce sens-là. Et c'est la même chose avec le documentaire Royaume Congo. Et en même temps, c'est un problème d'archives aussi, parce que ici, on parle de l'histoire qui date de très, très longtemps. À l'époque, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas la photographie, donc il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le film. Donc, voilà, il faut raconter cette histoire et c'est pas la radio, c'est pas voilà, la musique, mais c'est le film, c'est le cinéma, c'est la télévision, donc c'est visuel en fait. Donc il faut couvrir ces images. Donc il a fallu chercher, trouver des moyens, des stratégies. Par exemple, l'image que vous voyez maintenant, j'ai fait commander, donc j'ai commandé cette image pour voilà, avoir la possibilité de raconter l'histoire à travers ces images. Donc c'est un peu ça, la difficulté en général, aussi des difficultés financières aussi, parce que déjà, tous les deux projets que je fais, c'est financé par moi-même. Et donc, on n'a pas de subvention pour le faire. Il n'y a pas de Et c'est subvention aussi des difficultés qu'on a. parce que tu ne les demandes pas ou bien parce qu'il y a des refus? Si je dis que je ne demande pas, là, ce n'est pas la vérité. Donc, on demande, on essaye toujours pour ne pas dire qu'on voilà, je n'ai pas voulu déjà dès le départ voilà, accuser, dire que voilà, on ne va pas nous donner, ça ne sert à rien d'aller chercher. Mais on a essayé quand même, parce qu'il y a des gens qui nous disent toujours qu'il faut aller par-ci, par-là. On connaît les circuits, moi je connais les circuits, et ça fait un bout de temps que je travaille dans le cinéma, je suis professionnel, et je connais les circuits, je connais le marché de cinéma. Et voilà, donc, mais c'est un problème des versions qu'on raconte. Donc, c'est ce qui pose des problèmes. Voilà. Généralement, notre histoire, comme vous le savez, a été écrite par les gens qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés. Donc, ils ont l'histoire par rapport à leur avantage, en fait. Et donc, quand tu amènes une histoire voilà, qui va à l'encontre de leur façon de voir les choses, c'est pas facile. Donc, on a essayé, en bref, on a sollicité de moyens financiers, voilà, de subventions, mais ça n'a pas tenu. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'Europe, même avec nos autorités aussi à l'époque. Voilà, on a essayé ce qu'on pouvait, mais ça n'a Mais pas ça ne va pas te donner. tenu. Il faut noter aussi que on n'a pas un système de financement des films chez nous, d'abord, qui est vraiment dédié aux Africains, réservé aux Africains. On n'a pas ce système. Donc, on est en train en tant que cinéaste, on est en train de travailler là-dessus. Parce que la plupart de financements qu'on a de subventions, c'est de l'Europe, ou soit ça vient du Canada, ou soit des États-Unis, etc. Mais nous, on n'a pas de fonds appropriés. Parce qu'il y a une question, Eugène me dit, je pense qu'il y a encore des questions, mais j'ai une petite question, comme j'aimerais embrayer sur ce que tu dis, mais est-ce que le fait que des personnes voient le film, le fait qu'une grosse masse de personnes voient le film, est-ce que ça peut débloquer des subventions ou est-ce que ça a un impact réel si les personnes qui s'intéressent à l'histoire viennent en masse et que, par exemple, il y a des 1 million d'entrées, par exemple. Est-ce que ça peut être un élément qui peut jouer sur
sur les subventions qu'on n'arrive pas à avoir pour l'histoire? Oui, ça peut être aussi un élément. Bon, pour des gens qui pensent plus business, ça peut être aussi un élément. Déjà, bon, moi, je veux le prendre dans deux sens. Déjà, quand il y a une grande masse qui consomme le film, et ça nous permet aussi d'avoir des revenus. Et ces revenus seront Pour réinvestir. déversés dans le film aussi. Donc, ça nous permet d'évoluer dans ce sens. C'est pourquoi nous demandons aux gens de notre communauté, à nous-mêmes, d'être le premier consommateur de nos films. Et après aussi, bon, les films, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. De pouvoir. Mais aussi, ça peut susciter l'intérêt des gens qui investissent, non seulement au niveau de l'Europe ou des États-Unis, même chez nous. Parce que c'est ce travail qu'on est en train de faire actuellement, sensibiliser les gens, leur montrer que le cinéma, notre cinéma, peut aussi générer des recettes. Donc, comme ça, ces gens, il y a des gens il y a des bailleurs de fonds, il y a des gens qui ont de moyens financiers. En Afrique aussi, seulement, qui peuvent financer des films. Donc, comme tu l'as dit, s'il y a des millions de gens qui suivent les films ou qui achètent, ça peut être de preuves qu'on peut utiliser pour attirer l'attention des gens qui ont des moyens financiers à investir parce qu'ils peuvent aussi gagner quelque chose, ils peuvent avoir des revenus à travers le film. Donc, c'est un peu ça. Donc, Okay. vous voyez, par exemple, l'histoire des Black Panther, normalement, Hollywood s'est servi voilà, parce qu'ils savaient qu'il y a cet éveil, voilà, c'est ce retour, les Africains, le noir s'est réapproprié de leur histoire, leur culture. C'est ainsi qu'ils se sont servis de Black Panther. Donc, on a un rôle à jouer, quoi. Oui, Diogène. Oui, je pense que puis c'est très intéressant ce que tu dis, ça rentre totalement dans la mission de Caribou Montréal. C'est travailler entre nous, avoir confiance en nous et avoir confiance entre nous. Et donc arriver à cette indépendance économique. Il y a il y a une très bonne question. J'ai encore deux très bonnes questions. La première, je pense que tu y as quand même répondu partiellement. C'est pourquoi tu as choisi de faire le film Kimpa Vita. Et puis aussi une autre question, c'est est-ce qu'il y a un lieu qui rend hommage à Kimpa Vita? C'est une très bonne question. Le choix, la raison du choix, c'est par rapport à tout ce que je viens de raconter, par rapport à la lutte qu'a fait Kimpa Vita. Donc moi-même, comme je disais, je ne connaissais pas Kimpa Vita. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, je ne connaissais pas l'histoire de Kimpa Vita. Je l'ai appris en 2016 à travers le mouvement Vuvamu. C'est là où j'ai appris l'histoire de Kimpa Vita. Et d'un coup, à l'époque, je n'avais pas encore commencé le cinéma, mais à l'époque, j'étais plus dans le théâtre. Je faisais des spectacles de théâtre, dans des salles, etc. Mais quand j'ai découvert cette histoire, et j'ai senti que c'était vraiment formidable, une personnalité comme elle, voilà, à l'époque, âgée de 20 ans, voir comment il y avait l'esclavage qui ravageait le royaume, pendant qu'on massacrait, pendant qu'on tuait, on torturait, on déportait les gens, voir une jeune femme de 20 ans qui va se lever et dire non à l'occupation, donc faire tout ce travail qu'elle a fait de la réunification du royaume et voilà, faire renaître la spiritualité qui existait. Pour moi, c'était formidable, c'était incroyable. Donc, c'était quelque chose de formidable. Pour moi, c'est un esprit, c'est un grand esprit, en fait. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, bon, un jour, je dois faire un documentaire un film sur Kimpa Vita. Mais c'est un peu un sacrifice pour toi, puisque, disons que, comme tu le dis, il n'y a pas d'argent, tu fais de tes propres poches. Si tu faisais un film sur, je sais pas moi, un film sur les films classiques qu'on regarde au cinéma, tu aurais plus de chances. Qu'est-ce qui fait que tu t'es sacrifié en te disant, bon, je mettrai mon argent en sachant que peut-être ça ne fera pas de moi un grand producteur qui ira à Hollywood ou autre? Bon, parce que moi, déjà, la vision, c'est pas Hollywood. Ma vision, c'est vraiment le cinéma africain. C'est, voilà, pourquoi pas aller voilà, faire de notre industrie une industrie qui est forte plus qu'Hollywood. C'est ce que moi, je vois. Moi, mon ambition, déjà, dès le départ, c'était pas Hollywood. Et déjà, l'histoire de Kimpa Vita, c'est une grande histoire. C'est une histoire qui a beaucoup d'ampleur. Et c'est juste une question de temps.
S'il faut voir par rapport à ça, par rapport aux revenus, donc ça vient avec le temps, parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, à être conscientisés, à être conscients par rapport à ça. Donc, voilà, comme on disait, petit à petit, les gens vont commencer à consommer le cinéma africain. On travaille là-dessus pour amener nos gens à consommer. Donc, ça va forcément générer des recettes, mais au-delà de ça, c'est plus le sacrifice qu'a fait Hakim Pavita. Si elle a accepté d'être brûlée comme ça, vive, pour notre cause, voilà, pour nous sauver, pour que nous soyons libres aujourd'hui. Et pourquoi pas faire aussi des sacrifices quand même. Donc moi, je fais le rôle de Kim Pavita, mais sous une autre forme, en utilisant le cinéma. Okay. Et donc, est-ce qu'il y a un lieu, je ne sais plus si tu as répondu, est-ce qu'il y a vraiment comme un endroit où on se recueille, où on rend hommage à Kim Pavita Ah oui, ça, c'est une autre question que j'ai oublié de répondre. Ouais, ce qui est dommage et ce qui est triste, jusque-là, il n'y a pas un lieu, même pas en Banza-Congo. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de statue sur Kim Pavita, même en Banza-Congo. Et le 2 juillet qui vient de passer, j'ai même fait une publication sur ça. Donc, je suis en train de voir, je ne peux pas tout faire seul, avec l'aide des organisations, des associations. On peut se concerter pour faire cette pétition. Bon, parce que je voulais déjà voilà, faire une pétition par rapport à ça pour demander aux États, surtout principalement aux États qui constituent le Royaume Congo, d'avoir une journée fériée en honneur de Kim Pavita, par exemple le 2 juillet, pourquoi pas. Donc, parce que jusque-là, on ne reconnaît pas ces dates. C'est des dates très importantes. Et il n'y a pas un lieu où on peut, donc un lieu symbolique qui représente Yakim Pavita. Donc, voilà, c'est des pétitions comme ça qu'on veut faire pour amener nos États de pouvoir reconnaître Yakim Pavita dans ce sens-là, en ayant une journée fériée, en ayant une place où on peut voilà, se recueillir et voilà. Diogène? On t'entend pas. Super, ben je recommande au public si vous avez des questions. Il n'y a plus de questions? Donc, en écrire, mais là, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Puis, je voulais très rapidement dire quand même une grosse félicitation, non seulement pour la présentation, mais tout le travail que tu fais, Nekunda, parce que tu dis que tu as commencé en 2016, tu étais encore dans le théâtre. On est en 2020 et 4 ans après. 2006, ouais. Et 4 ans après, en 2006, oh my god. J'étais là, oh my god, j'étais en 2006. Ouais, ça fait 14 ans maintenant. Mais 14, mais quand même. Quoi qu'il arrive, félicitations quand même pour ces deux films. Ouais, moi je voulais ajouter, déjà j'aimerais que tu puisses aussi un peu nous parler un peu du film que tu as fait sur le Royaume Congo, parce que ça je sais que j'ai eu beaucoup de messages pour des gens qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment enchantés de pouvoir avoir le film sur l'histoire d'un royaume sur le grand écran. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu dans quelles circonstances tu as fait ça et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce film Est-ce que c'est un documentaire? C'est un film? Est-ce que tu peux un peu nous donner plus de ouais, détails? donc, le Royaume Congo à la recherche du royaume détruit, c'est un documentaire. Donc, c'est toujours dans ces soucis-là de pouvoir raconter notre histoire à notre manière et pour dire des vérités. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup de falsifications et voilà, en tant que réalisateur, moi-même en tant que Congo, donc voilà, je trouve que j'ai cette responsabilité de pouvoir établir la vérité et voilà, découvrir premièrement aux Africains et aussi au peuple du monde la vraie image du Royaume Congo. Donc voilà, le documentaire, c'est un documentaire de voyage, c'est la découverte en fait, comme le titre le dit, donc à la recherche du royaume détruit. Et donc moi, en tant que réalisateur, je suis dans les documentaires et je pars à la recherche du royaume Congo qui n'existe plus aujourd'hui. Donc s'il faut parler du royaume, on se réfère par rapport voilà, aux frontières coloniales parce que voilà, le royaume Congo a été divisé en fait, complètement à partir de la conférence de Berlin en 1885, non, pas la conférence de Berlin, pardon,
à la conférence du Congo. Donc, la conférence du Congo qui a eu lieu à Berlin en 1885. Donc, c'est là où on a morcelé donc, le Royaume Congo en plusieurs Pourquoi tu dis parties. la conférence du Congo? Donc, la conférence du Congo, parce que c'était le nom de la conférence. Donc, la conférence était intitulée la conférence du Congo et non la conférence de Berlin. Mais la conférence a eu lieu à Berlin, dans la ville de Berlin, où les Européens se sont réunis pour pouvoir voilà, se partager le gâteau, donc se partager l'Afrique en plusieurs morceaux. Donc voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, donc le repère, c'est la ville d'Mbanza Congo qui existe toujours. C'est vrai que c'est pas une ville voilà, qui est moderne aujourd'hui, mais c'est une ville qui existe et qui est le symbole du Royaume Congo, qui est le centre du Royaume Congo. Donc si on veut parler du Royaume Congo, on veut aller à la recherche, on ne peut pas épargner la ville d'Mbanza Congo, donc la capitale, qui est le centre, le symbole du pouvoir Congo. Donc c'est ainsi que le documentaire est centralisé, plus dans voilà, aller à la source, aller au centre, aller à Mbanza Congo. Donc je quitte Londres pour aller à Luanda et puis à Mbanza Congo, la ville de Mbanza Congo, où on retrouve voilà, quelques ruines, des éléments symboliques. Donc on a le musée royal, le musée du roi Congo, là où il y a des objets de rois qui se retrouvent à Mbanza Congo. Nous avons l'arbre sacré, il y a l'Ankuru, qui est un arbre très symbolique dans le Royaume Congo. Vous allez découvrir aussi dans le documentaire. Et il y a le cimetière de roi Congo, aussi toujours dans la ville de Mbanza Congo. Donc, il y a aussi la ville de Luanda. Donc, on parle de tout ça. Donc, si vous avez suivi la présentation dès le début, donc c'est à peu près ce que vous avez suivi et on raconte ça à travers les images de ces royaumes. Donc, c'est un peu une forme de rencontre entre le passé et le présent. Donc, je raconte l'histoire de l'origine du peuple Congo d'abord, parce qu'on doit savoir le peuple Congo vient d'où. Oui, vous parlez du peuple Congo qui ont construit le royaume. On parle du royaume, mais qui ont construit ces royaumes? Ce peuple vient d'où? Donc, on parle même de l'origine du peuple Congo, que je n'ai pas eu le temps d'expliquer ici. Donc, on parle de ça, on parle de mouvements migratoires, ce que j'ai dit aussi par rapport à voilà, ces mouvements de l'Éthiopie, la Libye, l'Égypte. Voilà. Et puis, on parle de la fondation du Royaume Congo. Donc, c'est un peu tout ça, ce que je vais expliquer aujourd'hui, mais on l'explique à travers les images. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a une question d'Eugène ou je pose une question. Ouais, il y a, Ok. ouais, il y a une question, mais on en a parlé un peu au début, donc c'est où, comparé à la carte d'aujourd'hui, quel pays englobe le Royaume Congo? Et puis, une autre question, je ne suis pas trop sûr du sens de la question, mais on demande si vous n'avez pas peur, enfin, Nekunda, si tu n'as pas peur pour ta vie, mais je sais peut-être, parce qu'il y a une perception comme quoi faire peut-être des films de ce type sont peut-être dangereux, mais tu peux en parler, tu peux répondre à ces deux questions. Peut-être sa vie, peut-être sa carrière. Sa vie en tant qu'artiste. Ouais, peut-être la vie, oui, ça pourrait être plus la vie professionnelle. Ouais. Bon, c'est des très bonnes questions. Bon, déjà, comme je disais, le Royaume Congo, aujourd'hui, on a des États tels que la République démocratique du Congo, qui faisait partie du Royaume Congo. Il y a la République du Congo, donc l'autre Congo, il y a l'Angola, il y a le Gabon, le Cameroun. Voilà. Il y a au-delà de ça, comme j'ai expliqué, donc c'est juste la partie symbolique du Royaume Congo, comme je disais, c'était plus vaste. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, c'est à travers ces États qu'on peut situer le Royaume Congo. Et au-delà de ça, par rapport à l'autre question, bon, et si on doit toujours craindre, bon, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour nous. Il y a Kilpa Vite, par exemple, qui, comme je disais, elle a accepté d'être brûlée, vive. Elle pouvait renoncer. Elle était une jeune femme. Moi, je suis plus âgé qu'elle quand elle était brûlée. Aujourd'hui, moi, je suis plus âgé qu'elle. Et moi, voilà, j'ai déjà une famille, une grande famille. Mais elle, à l'époque, elle avait 20 ans quand elle a commencé. Juste après, elle a eu un enfant, 22 ans. Mais
elle pouvait aussi renoncer et dire que voilà, je laisse voilà, pour continuer ma vie. Donc, il n'y a pas seulement Kim Pavita, il y a un Fumo Kimbangu, par exemple, qui s'est sacrifié pendant 30 ans. Et voilà. Donc, on a cette responsabilité, on a ces devoirs de pouvoir éveiller des consciences, voilà, de se battre pour notre développement, notre liberté. Et donc, si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Est-ce que devons-nous rester éternellement des esclaves ou rester, voilà. Donc, on doit faire quelque chose. Et moi, je ne vois pas ce que je fais de mauvais. Moi, je ne fais que raconter l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que moi j'ai fondée, que j'ai créée. C'est pas voilà, c'est pas la science-fiction en fait. C'est une histoire vraie. Moi, je ne fais que raconter l'histoire. Donc voilà, je ne fais que mon devoir de raconter l'histoire. Je n'invente rien. Ça ne dépend pas de moi. C'est l'histoire que je raconte, ce qui est fait. Donc voilà, on n'efface pas l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire. Comme tu disais aussi, hein, en sachant que Kim Pavit a une jeune fille, en plus une fille d'une jeune et une fille de 21 ans, de 22 ans, qui, même en sachant qu'elle va être brûlée dans 2 secondes, ne veut toujours pas renoncer à ses propos. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on devrait avoir peur, je pense, de faire ce Et qu'on... puis aujourd'hui, je pense que c'est mieux par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, oui, on a une autre forme de liberté par rapport à ce qu'on avait, par exemple, à l'époque des Hakim Pavita. Donc, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de C'est ça. bûcher comme ça. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui continuent aussi, mais on n'est pas dans la même réalité. Moi, je pense que nous sommes un peu libres par rapport à. Donc, c'est aussi, il faut dire que c'est le temps. C'est question des temps. Chaque chose a son temps. Et comme on dit en Kikongo, konso diambu yentangwandi. Konso ntangu diambuandi. Donc, chaque chose C'est-à-dire, a son temps. Donc, ok. c'est le temps, c'est le moment qui était prévu comme ça. Parce que ça pouvait se faire aussi il y a 100 ans passés. Ça pouvait se faire 50 ans passés, mais ça ne s'est pas fait. Donc, comme je le fais aujourd'hui, je pense que c'est le temps que le Créateur a prévu que l'on Mhm. puisse le faire. Ok. Diogène, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, Lémi, non, non, il y a plus de questions. Beaucoup de gens qui te remercient, Nekunda, pour ce que tu as fait là. Je pense qu'on on peut oui, un peu clôturer. Merci à vous. Tonde le Kibeni, comme on dit chez nous en Kikongo. Tonde. Mhm. Ah, ok. En tout cas, Matondo, on te dit merci pour ce que tu nous as donné. On sait que tu dois être fatigué parce que c'est une grosse semaine, un gros jour, mais tu es toujours là. J'ai même l'impression que tu es plus rêvé que nous. Donc, moi, ce que je demanderais de Diogène, c'est que tu peux partager le lien. Je vais remettre ça sur les réseaux, notre échange en partie pour que les gens puissent bien suivre. On va refaire le PowerPoint, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre courriel à cariboumontréal@gmail.com. Tu peux mettre Diogène si tu veux dans le chat. Nous, on va vous envoyer les événements. S'il vous plaît, prenez votre passe pour. En plus, ce n'est même pas juste le film du Royaume Congo. Il y a 120 films, ce qui fait que vous avez même une panoplie de films. Allez regarder au Royaume Congo, c'est plus important. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on arrête un peu d'arrêter de voir que oui, c'est trop cher, c'est pas cher. Allez voir le film, faites ce que vous pouvez. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui font et et le camp des gens qui supportent. Donc, que chacun choisisse son camp. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Diogène, je sais pas si tu as. Oui, Nekunda, je pense qu'il y a quelqu'un qui demande comment on peut faire un don. Est-ce que ce serait sur ton site? Parce que j'ai partagé le lien vers ton site. Là, je vais le repartager aussi. Ouais, donc si vous allez sur le site, je pense que si vous allez sur Contact, et vous nous envoyez un message par email et on pourra vous répondre, vous donner le moyen que vous pouvez utiliser pour nous atteindre. Ok, ok, super. Aussi, donc, je vais remettre sur le lien, en lien le lien vers le film, puisque le film sort ce soir, Royaume Congo, au Montréal Black Film Festival. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre page Caribou Montréal. Il y aura d'autres événements qu'on va essayer de vous fournir avec des invités encore tout aussi intéressants que Nekunda. Il y a la page Kimpavita Film si vous voulez avoir plus d'infos. Kimpavita Film sur Facebook. Il y a Royaume Congo Film aussi. Donc, vous pouvez toujours passer pour voir
voilà, des informations qu'on a. Et tu vas me donner les liens parce que tout ça, je vais le mettre dans un courriel pour que les gens aient vraiment plus facile à juste cliquer et pouvoir aller là où ils doivent aller. Et, donc, je vous remercie vraiment à tous d'être là. Nekunda, en tout cas, encore une fois, vraiment merci de tes C'est un sacrifices que plaisir. tu fais. Ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si tu as un mot de la fin ou est-ce qu'on clôture comme ça? En tout cas, pour moi, je dis merci Tondele qui bénit encore pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces moments. Donc, je pense que je ne vous ai pas endormi avec Non, 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 pas du non, beaucoup tout. de non, non, choses. pas du tout. Je Les gens parle, sont restés voilà. jusqu'à la Donc, fin. Non, 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 ouais, non. donc, on est là à tout moment, n'importe quel moment, si vous avez besoin de nous pour voilà, partager le reste. Donc, on sera toujours là. Donc, aujourd'hui, c'est une grande journée ici. C'est, voilà, disons, la naissance du Royaume Congo à la recherche du Royaume détruit, qui sort au Festival international du film d'Ac de Montréal. Et après, il y a beaucoup de programmes qui vont suivre par rapport à des projections. Donc, vraiment consommer, consommer et recommander les gens de pouvoir consommer. Soyez le premier à consommer le film. Et voilà, on attend aussi vos feedbacks. Parfait. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous et je souhaite tous une bonne soirée. Nekunda. À bientôt.